moi, justement, ça veut dire aussi que la gauche avance là-dessus. C'est que quand Wissam parle de gauche blanche et tout, ben en fait, ça veut dire un truc qui est de plus en plus restreint. C'est-à-dire qu'avant, la gauche blanche que pouvait pointer Boutelja il y a 10 ans, c'était l'intégralité de la gauche quasiment. Aujourd'hui, c'est moins le cas. Alors évidemment, même la France insoumise a des biais racistes, tout ça, mais c'est quand même pas pareil. Et il y a quand même de plus en plus une prise en compte, une prise de conscience de ces choses-là, quoi. Si à la FI, ils prennent une position de merde sur le racisme, ils vont se faire taper sur les doigts par bon nombre de leurs militants, alors que c'était pas le cas dans le PS de Hollande, quoi. Mm. Non, mais c'est sûr, c'est sûr. Et c'est comme le sujet du genre et des VSS, là. Euh, il y a eu un débat à gauche, là, sur Katniss, qu'il ait fait tout son cinéma, etc. Ça montre que ça progresse, que ça avance. Alors, tout ça, c'est progressif, ça va pas se faire en une fois. C'est-à-dire la prise de conscience, la mise en avant d'éléments, etc., les changements de structure mentale, etc., ça prend des années, des décennies. Donc, il n'y aura pas un passage radical un matin, tu te réveilles raciste et t'as des biais, et tu bois des bières avec Wissam le soir, et puis, bah, en l'occurrence, non, pas des bières, mais tu bois un coup avec un café avec Wissam et le lendemain, tu te réveilles antiraciste. Mais le retour du pire, le retour de Boutelja, enfin, moi je suis un peu plus vieux que toi, hein, donc j'ai connu les indigènes de la République dès le début. T'as Euh, même connu De Gaulle, toi. non. Mais, enfin, mais non, donc et à l'époque, c'était, c- il portait un discours ultra radical. Le Parti socialiste était encore là. Il y avait une très très forte opposition avec SOS Racisme. Aujourd'hui, SOS Racisme, c'est quoi? Ça n'existe plus. Je veux dire, il n'y a aucun type antiraciste qui oserait dire je suis un vrai antiraciste, je vais prendre ma carte à SOS Racisme. Donc, donc ça veut dire qu'il y a des choses qui avancent et qui progressent. Enfin, le sujet non, mais enfin, je sais pas, Je hein, suis antiraciste, j'ai pris ma carte à SOS Raciste, c'est la meilleure bah, je blague, veux hein. dire, il n'y a que des blancs pour faire ça, tu vois. Donc, tu vois, et donc le sujet du racisme, il progresse. Et d'ailleurs, je pense que c'est aussi ça, en fait, en trompe-l'œil. C'est aussi ça qui fait la radicalité raciste, qui fait l'émergence d'un Zemmour, etc. C'est justement parce que l'antiracisme est en train de progresser. Parce qu'il y a des nouvelles générations, des gens qui sont ben, comme Wissam ou comme d'autres, qui sont issus de parents euh, euh, noirs, arabes, musulmans, etc., qui ont fait des études, qui ont atteint les structures intermédiaires et qui voient que le racisme, il est toujours présent, voire plus. Ce qui est intéressant en France, c'est que il y a des phases en fait. Il y a d'abord eu une phase où après la décolonisation, la majorité des gens racisés étaient dans les classes subalternes, parce que les structures sociales françaises se sont faites, on va dire la tertiarisation et le changement de structure euh, dans la division du travail française s'est fait en ayant cherché de la main-d'œuvre dans les anciennes colonies. Donc en fait, on a eu une espèce de symétrie de race-classe pendant les années 60 jusque dans les années 80. Dans les années 80, ça commence à émerger justement des revendications sociales des ouvriers arabes, noirs, musulmans. Et là, déjà, on voit la gauche, c'est Pierre Mauroy là, qui commence à dire c'est l'alliance euh, du marxisme et du Coran. Les gens ont peut-être la phrase, mais donc on voit quand même la gauche là, commencer à déployer des structures racistes quand justement les musulmans se sont mis dans les usines Renault un peu en branle. Ce qui est intéressant maintenant, c'est qu'en fait, nous, on voit aujourd'hui les enfants de ces classes-là arriver. Et en fait, ces enfants-là, en fait, ils ont fait des études, ils sont universitaires,
et ils renient pas forcément leur religion, ou ils sont arrivés, ils ont une forme de dialectique entre ce qu'ils ont réussi comme études et un rapport traditionnel à leur famille, comme n'importe quel blanc peut avoir, d'héritage culturel, etc. Et en fait, et c'est ça qui fait ressurgir le racisme d'aujourd'hui. Parce qu'en fait, la petite On bourgeoisie et la va les bourgeoisie crever, française, camarades. elle C'est était trop très bête. antiraciste dans les années Bien 80, assez. quand c'était Rendez-vous touche demain pas à dans mon la pote, pique. parce que, Et c'était des prolos blancs qui se tapaient contre des prolos immigrés, racisés, etc. Et elle, elle pouvait jouer les juges de paix parce qu'elle était homogène culturellement, homogène racialement, etc. Maintenant, avec des Wissam, des Ouria et d'autres, hein, même des ennemis de Wissam, d'Ouria, etc., des intersectionnels, des coloniaux, c'est des gens qui viennent marcher sur les plates-bandes de la petite bourgeoisie et de ses promoteurs culturels. Donc dans l'université, dans les journalistes, dans les... Voilà. Et c'est ça, en fait, qui recrée du racisme. Parce qu'en fait, paradoxalement, c'est parce que, justement, euh, la société française est en train de se déracialiser. Et du coup, ça crée du conflit, ça crée de la résistance en face. Mais Donc c'est vrai, mais en c'est... plus, euh, moi je vois souvent ça des fois quand tu vois des militants et tout qui vont critiquer, pas forcément que les décoloniaux type pire, mais même les autres décoloniaux, enfin tous les gens qui travaillent sur les questions antiracistes. Je vois aussi ça des fois d'un point de vue presque jalousie. On a l'impression ouais, que des Noirs et des Arabes qui travaillent sur l'antiracisme jouent sur les plates-bandes de mecs qui avant étaient là pour apporter la bonne parole en tant que petite bourgeoisie intellectuelle blanche, quoi. Il y a un côté un peu jalousie des fois, et en plus ces mecs-là, des fois, ils sont moins diplômés que quelqu'un comme Wissam ou quelqu'un, tu vois, genre ils vont être militants, ils vont avoir lu deux trois livres, et puis ils se rendent compte que Wissam, en fait, il maîtrise quand même très bien le marxisme, il maîtrise quand même bien plein de trucs, et en plus de ça, il est spécialisé dans la pensée antiraciste, et donc je vois une certaine jalousie des fois en eux. Ça, c'est assez marrant comme truc. Mais c'est exactement ça. Et en fait, tu te rends compte que c'était très facile pour la petite bourgeoisie blanche intellectuelle d'être antiraciste quand c'était Hubert et puis Mohamed dans les usines Renault qui se tapaient entre eux parce que ça leur permettait d'avoir leur petite position de petits clercs moralisateurs. Et ça, c'est toutes les années 80-90. À partir du moment où les gens viennent directement sur le terrain en disant bah en fait non, vous-même vous êtes raciste, vous-même vous avez des biais euh, à l'université, dans le monde journalistique, enfin tu vois dans ces espaces-là, bah là ça crée des réactions beaucoup plus violentes, d'où les Caroline Fourest, les Enthoven, etc. qui sont passés de SOS racisme à bah, vraiment à la pointe avancée de l'islamophobie en France, hein. Mm. Mais oui, parce qu'aujourd'hui, en plus, vraiment les gars racistes d'extrême droite à fond les ballons, racistes génétiques et tout, à la limite, ils passent pour des cons parce que c'est assez facile à débunker, alors que le truc de centre-gauche, de leur culture est incompatible avec la République et tout, c'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus subtil et en fait c'est un racisme qui est beaucoup plus puissant et qui peut paraître progressiste parce qu'en France c'est quand même très important le combat pour le progrès social et tout et c'est quasiment impossible en fait en France de s'assumer raciste. Enfin tu passes pour un hurluberlu et tu fais maximum 10% quoi. Alors que le discours de Ouais, Forest peut c'est en porter. plus mais je te dis, il y a un refoulé raciste en France, mais qui est très très vieux, qui a eu plusieurs expressions. C'est-à-dire que même à un moment des gens, faut savoir qui c'est Ernest Renan par exemple. Donc Ernest Renan, je sais pas si tu vois qui c'est, enfin tu dois voir qui c'est, pas du ring, c'est qu'est-ce qu'une nation, et c'est le truc qu'on nous expose pour dire voilà, nous la France, c'est la nation française, c'était le plébiscite de tous les jours pour vivre ensemble, donc c'est une nation politique, non raciale, etc. En fait, Ernest Renan était un pote de Gobineau. Il écrit Qu'est-ce qu'une nation dans cette dimension-là, justement pour s'opposer à l'Empire allemand et à sa logique beaucoup plus raciale de constitution nationale. Donc c'est une opposition à l'Allemagne. Mais Ernest Renan était un type fondamentalement raciste. Je cite Ernest Renan qui a dit cette phrase un jour. Être noir n'est pas une couleur de peau, c'est une maladie. Voilà. Donc c'est pour vous donner un ordre d'idée de. Donc il y a en France un refoulé raciste. Je le dis tout à l'heure dans le débat, il y a un refoulé raciste parce que
Souvent, ça a été évacué de la métropole, d'abord pendant la première phase de colonisation et ensuite pendant l'indigénat. C'est-à-dire foulé Et au sens deux, propre, parce... en gros. Ouais, tout à Au fait, sens ça a été matériel, même, ça a été refoulé. et au sens matériel. Mm. Et ensuite, ça a été refoulé au sens idéologique au 19e, justement pour s'opposer à l'Allemagne. Euh, euh, Même chez Maurras, il y avait une détestation germanique anti-arien, alors parce que lui était provençal et il détestait les Boches. Enfin, donc, mais il y a un racisme qui est beaucoup plus, ouais, qui est beaucoup plus refoulé, non conscient, inconscient. Donc c'est encore plus difficile. Et d'où ce que tu expliquais à l'instant, Paduring, c'est euh, quand tu vas dire à quelqu'un qu'il est raciste, c'est quoi, moi? Mais non! euh, j'ai deux amis, de très très bons amis, c'est le parrain de ma fille. Non mais, tu c'est, mais le parrain de ma fille il s'appelle Kader, comment tu peux me dire ça? Tu sais, je veux dire, c'est délirant, quoi. C'est Ouais. délirant. Ouais, alors qu'aux États-Unis, le mec répondrait bah oui, MTR. Non mais voilà, aux États-Unis, le gars te dirait, bah ouais, ouais, peut-être, je sais pas, et puis bon, voilà. Il y a un mec dans le chat, il dit je suis pas raciste, j'ai des domestiques noirs, est-ce que ça compte ça? C'est ça. Une fois, il y a même Nadine Morano qui a dit je peux pas être raciste parce que j'ai une amie qui est congolaise, donc plus noire qu'une arabe. Tu sais, genre en mode comment je peux être raciste envers des arabes vu que je suis ami avec quelqu'un de plus noir qu'eux? Non, mais on est où? Tu vois, donc, pour revenir à ce qu'on disait, donc ouais, et l'idée d'interroger ces structures-là, ces biais-là, cette histoire-là, qui est une histoire vraiment française. Euh, Moi, je l'aime bien quand les gens disent ouais, mais c'est des théories importées des États-Unis, etc. Mais absolument pas, en fait. Absolument pas. La race telle qu'elle s'est constituée et qui a permis justement l'avènement des États-Unis est une production de la dialectique entre la race constituée déjà par les colonies européennes. Donc, il n'y a pas il n'y a pas eu un espèce d'invention du racisme aux États-Unis. Et il n'y a pas eu une disparition du racisme en Europe. La différence, voilà ce que je dis, fondamentalement, la différence en Europe et surtout en France, c'est que le système d'exploitation de l'esclavage et sa normalisation, bon, on va dire idéologique, donc la race, n'a jamais été un mode de production métropolitain. Donc, il est vu comme quelque chose de refoulé, périphérique, comme tu l'as dit, refoulé au sens matériel, etc. Mm. Là où les États-Unis sont obligés d'assumer qu'ils avaient un mode d'existence collectif ségrégationniste. Euh, je rappelle, la devise des États-Unis sous les lois Jim Crow, c'était séparés mais égaux. Non, mais c'est très intéressant. C'est-à-dire que. Donc voilà, donc il faut interroger ça. Moi, je pense que c'est important de voir comment la gauche, elle s'est insérée là-dedans. Et je trouve très intéressant, justement, et Zemmour, par exemple, Zemmour, pour finir là-dessus, Zemmour est finalement un témoignage de l'avancée de l'antiracisme en France. Et est un témoignage du dépassement de la race en France, enfin, d'une tentative de dépassement de la race en France. Parce que lui-même, il arrive et il dit ils vont y arriver, il faut sauver la France raciste. En fait, c'est ça Zemmour quand il dit la France va mourir. Mais en fait, ce qu'il veut dire derrière, c'est la France raciste va mourir. Le racisme systémique français est en train de mourir sous les offensives islamo-gauchistes. Donc il faut le prendre comme un signe de victoire, quoi. Il voit avancer les lignes de chars soviétiques Mm. devant Berlin et on espérera qu'il en tirera les mêmes conclusions que Hitler, quoi. Et en plus, il sent qu'il est à contre-courant de l'histoire parce que bah, les jeunes générations sont beaucoup moins racistes que les vieilles, quoi. Donc il peut faire ce qu'il veut avec son discours, il va avoir du mal à,
il va avoir du mal à faire rentrer ça dans la tête de gens qui votent à 50% Mélenchon, quoi. C'est exactement ça, c'est exactement ça. Donc tu as des générations, c'est comme sur les violences sexistes, tu as des générations beaucoup plus conscientes, beaucoup plus... voilà, donc Mm. ça veut pas dire que tout le monde l'est, mais statistiquement si tu prends des gens de 25 ans, ils sont beaucoup plus sensibles au féminisme ou à l'antiracisme que des... Et on le voit bien d'ailleurs, hein, il suffit de prendre les résultats des votes, etc., la sociologie des électorats, etc., pour voir. Oui, effectivement, tu peux trouver des étudiants un peu partout parce que c'est le monde idéaliste total, mais les jeunes sont beaucoup plus rétifs aux idéologies racistes, etc. Ouais, et puis c'est aussi. Et de la même manière, hein, je continue, hein, mais l'émergence des taillis discussions, c'est Ça en parle dans le chat en plus. c'est vraiment des résistants au progressisme antiraciste en fait. Ça, c'est des mecs qui se lèvent et qui disent mais moi, mon papa et ma maman, ils sont racistes et j'aimerais bien pouvoir être raciste comme eux plus tard, quoi. Enfin, y a pas de raison, quoi. Y a pas de raison que y a pas de raison que moi, je ne puisse pas être raciste comme papa et maman l'ont été, tu vois. Et je suis. euh, Alors, Damien Rieu, lui, c'est en autre chose. Il n'y a pas de raison que je ne puisse pas être raciste alors que mon père était antiraciste. Ça va encore plus loin dans le deep, mais c'est. Non, mais en plus de ça, ouais, c'est. Je pense qu'il y a un rapport aussi de confrontation à un certain type de réalité et de choses comme ça. C'est-à-dire que les étudiants peuvent être moins confrontés au monde du travail et du coup des fois avoir des positions très idéalistes par rapport au monde du travail parce que ils sont pas forcément dedans. Mais par contre, les étudiants vont être beaucoup plus confrontés aux problématiques. Aux problématiques sexistes, aux problématiques de violences sexuelles, aux problématiques aussi peut-être de racisme, de choses comme ça, parce qu'ils côtoient aussi beaucoup de monde. Donc ils ont tous, pour le coup, plein d'amis noirs, pas noirs, des copines qui se sont faites violer, des trucs, voilà. Alors que quelqu'un qui a 50 ans, à qui on rabâche le même discours depuis 20 ans, qui voit toujours ses 5 mêmes collègues et qui vit en famille, en fait, n'a jamais cette confrontation à cette réalité-là, je pense. Donc c'est aussi ça qui participe à éveiller, on va dire, les jeunes à ces questionnements-là.